Bienvenue à notre émission. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui et qu'on a tiré de nos lectures, c'est le monde fascinant et souvent un peu déroutant des dépenses des footballeurs de très haut niveau. On parle d'athlètes avec des revenus, stratosphériques, qui s'offrent absolument tout, des voitures de collection rarissimes à des îles privées. Du coup, la question qui se pose, elle est assez directe. Est-ce que ces dépenses sont, d'un côté, la juste récompense d'une carrière hors norme et l'expression de passion personnelle, ou de l'autre, est-ce qu'on bascule dans une pure démonstration d'excès, une sorte de frivolité complètement déconnectée de la réalité? Pour ma part, je vais défendre l'idée que ces acquisitions, aussi folles qu'elles puissent paraître, sont le fruit mérité de sacrifices immenses et au fond, une simple expression de leur liberté. Et moi, je vais aborder ça d'un angle un peu différent. Sans contester leur liberté, bien sûr, je m'interroge sur la rationalité et surtout sur l'échelle de ces dépenses. Pour moi, on est souvent bien plus proche de l'ostentation pure, d'une sorte de compétition de la richesse que d'un véritable investissement ou d'une passion authentique. Je pense qu'il faut commencer par rappeler une chose qui me semble essentielle. Ces joueurs y consacrent leur vie, souvent depuis la toute petite enfance, à une discipline, mais d'une exigence folle. La pression, les sacrifices, tout est extrême. Le revenu sont simplement le reflet de ce talent et de ce travail. Il me semble donc tout à fait normal qu'ils veuillent profiter des fruits de cette carrière. D'ailleurs, quand on regarde un peu plus près, beaucoup de leurs achats ne sont pas si frivoles qu'on le pense. Prenez Gareth Bale, il a investi plus de 2,3 millions d'euros dans sa passion pour le golf. Oui. Il a recréé des trous de golf de légende chez lui, certes, mais il a aussi monté une entreprise commerciale, un mini-golf. C'est un investissement tangible. Dans un autre registre, on a Paul Pogba qui offre des bagues de championnat à 350 000 euros à ses coéquipiers après la Coupe du Monde. C'est un geste de partage, de générosité. Et puis, il y a la passion pure, quoi. La collection de Bugatti de Cristiano Ronaldo ou l'hélicoptère Batman de Neymar. Ce sont des plaisirs personnels, des rêves de gosse qui peuvent enfin s'offrir. Je ne remets pas du tout en cause leur droit de se faire plaisir, mais c'est vraiment la nature de ces plaisirs et leur échelle qui me pose question. Vous parlez de passion. Mais où est-ce qu'on situe la passion dans l'achat, par exemple par Karim Benzema, d'un ballon de football en or et diamant à 250 000 euros? L'objet n'a aucune fonction, il ne roulera jamais sur un terrain, ce n'est qu'un symbole d'opulence, une déclaration qui dit « Je peux transformer un objet du quotidien en un trésor parfaitement inutile ». C'est là que la logique se brise pour moi. Et que dire de leur pari sur le métaverse? Neymar qui claque plus d'1 million d'euros pour 2 NFT Bored Apes, vous savez, ces certificats numériques d'images de singes. Oui, on a tous suivi ça. Ou Marco Verratti qui achète une villa virtuelle pour 1,7 million d'euros sur une plateforme qui s'appelle The Sandbox. Le nom est presque ironique. Ces investissements se sont effondrés, prouvant que c'était de la pure spéculation. Un jeu avec de l'argent qui a perdu toute valeur concrète. Et même l'immobilier, ça devient absurde. Sergio Agüero s'achète une villa du 15 millions à Miami, 9 chambres, 13 salles de bain. Pour un homme seul? Sérieusement, à quoi ça sert? Ce n'est plus du confort, ça, c'est une mise en scène du statut. Alors, je vous rejoins sur la folie spéculative des NFT. C'était un pari hasardeux pour tout le monde, pas seulement pour eux. Mais justement, ne mettons pas tout dans le même panier. Vous parlez du ballon de Benzema comme d'un objet inutile, mais on pourrait aussi le voir comme une œuvre d'art, une sorte de sculpture. On ne demande pas l'utilité pratique d'une peinture de maître. Et surtout, il faut insister sur les achats qui sont de vrais investissements. Lionel Messi qui acquiert une Ferrari 335S Spider Scaglietti de 1977 pour 28 millions d'euros, en surenchérissant sur Cristiano Ronaldo, ce n'est pas juste une voiture pour aller chercher le pain. Non, bien sûr. C'est une pièce de musée, un actif historique dont la valeur ne fera qu'augmenter. C'est la même logique pour la LaFerrari de Son Heung-min, produite à seulement 499 exemplaires. C'est une stratégie patrimoniale, au même titre qu'acheter un Picasso. C'est une façon intelligente de placer son argent dans des biens tangibles et exclusifs. C'est un argument convaincant pour ces quelques pièces d'exception, je l'accorde. Mais ça reste une exception qui cache un peu la forêt. Pour une Ferrari de collection qui prend de la valeur, combien de Lamborghini personnalisés en rose fluo qui en perdent 50% en sortant du garage? Et même pour cette Ferrari de Messi, n'y a-t-il pas aussi une dimension de spectacle? Le fait qu'il ait acheté aux enchères contre Ronaldo, tout ça a été très médiatisé. L'achat devient une performance, un épisode de plus dans leur rivalité. L'objet est un investissement, oui, mais c'est aussi un trophée symbolique. Et ça nous ramène à mon point de départ. L'argent est si abondant qu'il devient un outil de communication. Et dans le cas des NFT, il a été littéralement brûlé sur l'autel de la tendance. C'est l'illustration parfaite d'une déconnexion où le risque n'a même plus de sens. Mais cette communication peut aussi être positive. Et là, j'en reviens au geste de Pogba.
Quand il offre ses bagues à ses coéquipiers, ce n'est pas pour leur dire « Regardez comme je suis riche », c'est pour leur dire « On a gagné ça ensemble ». Il matérialise un souvenir collectif, il partage le succès. C'est un acte de leadership, de camaraderie, qui renforce la cohésion d'une équipe. On ne peut pas y voir que de l'ostentation. C'est un geste qui a du sens, qui crée du lien. C'est une utilisation de la richesse qui est, à mon sens, tout à fait louable. Je suis d'accord, le geste de Pogba est sans doute le plus défendable de tous. L'intention est noble. Mais justement, mettons-le en perspective. Changeons d'échelle. Cristiano Ronaldo, pour remercier son agent Jorge Mendes, lui offre une île privée en Grèce. Une île, la valeur est estimée autour de 50 millions d'euros. Là, on ne parle plus de camaraderie, on n'est plus dans le partage. Le geste est tellement démesuré qu'il en devient presque écrasant. Quelle est la nature d'un cadeau qui peut littéralement changer la géographie personnelle de quelqu'un ? Ce n'est plus de la générosité, c'est une démonstration de puissance absolue, quasi féodale. Je suis si puissant que je peux t'offrir un morceau de la planète. Quel message ça envoie sinon celui d'une richesse qui n'a plus aucune limite, aucune attache avec le monde commun ? Vous parlez de puissance, mais moi j'y vois plutôt une recherche d'exclusivité et de fonctionnalité qui sont adaptées à leur statut. Et ça nous amène à une distinction importante. Prenons les jets privés. Celui de Pogba coûte 25 millions, celui de Ronaldo 65 millions. Pour le citoyen lambda, c'est le comble de l'excès. Mais pour eux, ce sont des chefs d'entreprise, des marques globales avec un calendrier, mais démentiel. Ils doivent être à Paris un jour, à Dubaï le lendemain pour un sponsor, puis à un match à l'autre bout de l'Europe. Le jet privé, ce n'est pas qu'un luxe, c'est un outil de travail. Il leur permet de gérer leur temps, d'optimiser leur récupération, d'assurer leur sécurité. C'est un luxe fonctionnel. De la même manière, quand Kylian Mbappé s'offre un appartement à 3,5 millions d'euros à Paris avec vue sur la Tour Eiffel, il ne fait pas que flamber. Il réalise un rêve de gosse, celui du titi parisien qui réussit, et en même temps il fait un excellent investissement immobilier. J'entends l'argument de la fonctionnalité, et il est vrai pour le jet privé, jusqu'à un certain point, mais je trouve que cette fonctionnalité sert souvent de prétexte à une surenchère sans fin. Où s'arrête la fonction et où commence le spectacle ? C'est là que la ligne devient floue. Prenez des exemples plus intimes. Lamine Yamal, un joueur de 16 ans, se fait faire un appareil dentaire personnalisé à 4 000 € incrusté de détails brillants, juste pour un match, El Clasico. Neymar refait toute sa dentition des facettes parfaites pour environ 40 000 €. Évidemment, leur sourire fait partie de leur image, mais pourquoi faut-il que ce soit si visiblement cher, si spectaculaire ? Ça illustre une culture où tout, absolument tout, doit être upgradé, doit devenir une version luxueuse de soi-même. La fonction, avoir de belles dents, des noyés, cannibalisés par l'ostentation. La question n'est plus pourquoi, mais pourquoi de cette manière et à ce prix. C'est le symptôme d'un milieu où, si ce n'est pas visiblement et outrageusement cher, ça n'a pas de valeur. Pour conclure, je pense que si ces dépenses nous paraissent choquantes, c'est parce que nous les jugeons avec notre propre référentiel. Or, elles s'inscrivent dans la logique de vie qui sont, par définition, hors normes. Que ce soit une récompense personnelle après des années des disciplines de fer, un investissement stratégique dans un actif rare, l'expression d'une passion d'enfant ou un geste de générosité. Ces athlètes ne font qu'exercer leur liberté. Ils jouissent d'une richesse qu'ils ont créée grâce à un talent et un travail que peu de gens peuvent imaginer. Leur monde a ses propres codes et juger leurs dépenses, c'est peut-être refuser d'admettre cette altérité radicale. De mon côté, je maintiens que l'analyse de ces achats, au-delà du droit de chacun de dépenser son argent, révèle une tendance qui est, je trouve, inquiétante, celle de la dépense irrationnelle et de l'ostentation. Ces exemples soulèvent des questions de fond sur notre rapport collectif à l'argent, sur la valeur réelle des choses et sur l'influence d'une culture de l'excès permanent, qui est ensuite diffusée à des millions de jeunes fans. La frontière entre la passion, l'investissement et le gaspillage absurde me semble non seulement floue, mais systématiquement franchie. Il ne s'agit pas de juger des individus, mais de comprendre un système où la richesse devient si abstraite qu'elle pousse à des comportements qui défient la logique commune. Bon, il est évident que nos points de vue restent assez distincts. L'analyse de ces comportements est un prisme fascinant pour observer un monde où les contraintes financières qui régissent nos vies semblent s'être évaporées. C'est un sujet qui touche à la fois à l'économie, à la psychologie du succès et à la culture du spectacle. En effet, et je crois que la vraie question qui demeure, au-delà de savoir s'ils ont raison ou tort, est de comprendre ce que cette culture de l'extrême richesse dit de notre époque.
Les motivations profondes derrière ces choix, qu'elles soient liées à la pression des sponsors, à une insécurité personnelle ou à une pure compétition d'ego, mériteraient d'être explorées encore bien plus en détail. La discussion ne fait que commencer.